Des femmes de la SS, presque personne n'en parlait. On se concentrait toujours sur les hommes, mais elles étaient aussi impliquées jusqu'au cou. Beaucoup ont commencé dès leur jeunesse dans des groupes nazis. D'autres étaient secrétaires, infirmières ou gardiennes. Certaines signaient des papiers qui envoyaient des gens dans les trains. Plusieurs surveillaient les camps, donnaient des ordres, frappaient ou géraient des listes de sélection. Le Troisième Reich les impliquait partout. Elles étaient endoctrinées jeunes, puis envoyées dans des camps comme Ravensbrück, Auschwitz ou Bergen-Belsen. Elles portaient un uniforme, un salaire et avaient du pouvoir sur les prisonniers. Parfois, elles avaient des chiens, parfois des fouets. Elles décidaient qui restait en vie et qui ne l'était pas. Ce n'était pas du désordre ni une coïncidence. Elles étaient organisées, avec des noms et des postes. Certaines ont payé de leur vie. D'autres se sont perdues parmi les gens et on n'en a plus jamais entendu parler. Que sont devenues les femmes du régime nazi lorsque tout s'est effondré? Derrière la fumée, les femmes des camps. À la fin de l'année 1944, des annonces sont apparues dans les journaux allemands offrant du travail à des femmes en bonne santé, âgées de 20 à 40 ans. Elles promettaient un bon salaire, des vêtements, de la nourriture et un lit. Ce qu'elles ne disaient pas, c'est que l'uniforme était celui des SS et que le travail se faisait dans des camps où l'on torturait et tuait. Certaines postulantes ne savaient pas ce qui les attendait. D'autres le savaient, mais y allaient quand même. Les surveillantes vivaient dans le camp, nombreuses avec des enfants. De leurs fenêtres, elles ne voyaient ni jardin ni rue, mais des prisonniers effondrés et des colonnes de fumée sortant des cheminées. La vie là-bas n'était pas facile, mais pour beaucoup c'était mieux que d'assembler des pièces dans une usine. Il y avait une maison, un salaire et du pouvoir. La plupart venaient de foyers modestes, avec peu d'éducation, et faisaient déjà partie des jeunesses nazies. Elles se croyaient membres d'une cause. L'uniforme leur donnait de l'autorité sur les prisonniers et sur d'autres Allemands. Ravensbrück fut le point de départ. Un camp réservé aux femmes avec plus de 120 000 prisonnières, juives, résistantes, lesbiennes, prostituées, sans-abri. 30 000 moururent là-bas. Certaines pendues, d'autres de faim, d'infection ou de froid. Les gardiennes frappaient, punissaient ou laissaient mourir. Les détenus leur donnèrent des surnoms, la chienne de Buchenwald, l'ange d'Auschwitz. Irma Grese, blonde et jeune, fut pendue après le procès. Sa photo est devenue un symbole de l'horreur. Parmi les 3500 femmes qui occupèrent ces postes, seules 77 arrivèrent devant un tribunal. Beaucoup furent libérés après quelques années. Certaines, comme Ilse Koch, moururent en niant tout. D'autres, comme Herta Bott, n'ont jamais demandé pardon. Il existe des registres de femmes qui ont démissionné dès qu'elles ont vu ce qui se passait. Celles-là n'ont jamais été recherchées, mais beaucoup d'autres sont restées, par nécessité ou par conviction. Certaines se font passer pour des victimes, d'autres ont été transformées en monstres. La majorité étaient des femmes ordinaires qui ont franchi une ligne. Seules quelques-unes, très peu, ont montré un peu d'humanité. Une surveillante avec montre et règles. La fin arriva lorsque les Soviétiques étaient sur le point d'entrer à Ravensbrück. Il ne restait que quelques jours avant la libération, et tout le monde dans le camp le savait. Binz, comme beaucoup d'autres surveillants, prit ses affaires, brûla des documents et s'en alla. Elle n'attendit pas d'ordre, elle disparut simplement. C'était le 27 avril 1945. Elle se mêla au civil, laissa son uniforme des SS derrière elle et marcha comme une autre dans Hambourg. Là, elle essaya de passer inaperçue, mais le 3 mai, elle fut arrêtée. L'arrestation fut effectuée par l'armée britannique. Elle fut transférée dans une prison récemment installée à Recklinghausen. C'était un endroit qui avait été utilisé auparavant comme poste auxiliaire de Buchenwald. Là, plusieurs femmes des SS qui avaient travaillé avec elle furent également enfermées. Elles attendirent plusieurs mois avant que le procès ne commence. Ce fut le premier de 7 procès consacrés à ce lieu. Le procès de Binz commença le 5 décembre 1946 à Hambourg. Elle était accusée avec d'autres comme Johann Schwarzhuber, Rolf Rosenthal, Greta Bösel ou Gustav Binder. Tous faisaient face à des accusations de crimes de guerre. L'accusation était claire. Mauvais traitement et meurtre de prisonniers alliés dans le camp entre 1939 et 1945.
Pendant les audiences, Beans ne nia pas son rôle. Elle reconnut avoir giflé des détenus, les avoir frappés avec une règle si elles répondaient ou ne savaient pas accepter ce qu'on leur disait. Elle dit qu'elle se contentait de maintenir le contrôle et la discipline. Elle admit aussi avoir remis des dizaines de rapports contre des prisonnières à ses supérieurs. Lorsque son avocat demanda si certaines détenues se sentaient satisfaites de ce traitement, elle répondit que c'était mieux que de ne pas manger. Le tribunal l'écouta pendant des semaines. Des témoins déclarèrent, des documents furent examinés et finalement, le verdict arriva. Le 3 février 1947, le major Westrop lut la sentence. Beans fut condamné à la pendaison pour crime de guerre. L'exécution eut lieu à Hameln. Le rendez-vous était le 2 mai à 9 heures du matin. L'exécuteur des peines était un Britannique qui avait déjà pendu plusieurs nazis. Dorothea entra dans la salle, se plaça sur la trappe. On lui mit la corde autour du cou et la capuche. La manette fut actionnée. La chute fut instantanée. Beans mourut sans émettre un seul bruit. Elle n'avait que 27 ans. Maria Mandel, la chef d'orchestre à Auschwitz. Née en 1912 dans un petit village d'Autriche appelé Münzkirchen, Maria Mandel a grandi dans une famille de travailleurs. Son père gagnait sa vie en réparant des chaussures, sa mère s'occupait de la ferronnerie. Ils allaient à la messe chaque dimanche. Elle était la cadette de 4 enfants et a toujours été choyée. À l'école, elle était connue et appréciée. Elle était attirante et avait le don de bien parler. Elle a d'abord travaillé au poste, mais elle a été renvoyée pour ses idées nazies. Cela a changé rapidement. Elle est devenue gardienne au camp de Lichtenburg. En 1939, elle a été transférée à Ravensbrück, où elle a été nommée chef. Là-bas, elle ne se contentait pas de tâches administratives. Elle s'occupait de punir les détenus, de les pousser à bout, d'appliquer des séances de coups. Les femmes qui ne supportèrent pas les contrôles quotidiens finissaient dans la cellule de punition. Là, elle recevait des coups de fouet en groupe de 25, 50, jusqu'à 100. Aucune n'arrivait à compter 10 à voix haute avant de s'évanouir ou de mourir. Des témoins ont dit qu'elle aimait avoir du pouvoir. Des détenus comme Irma Grez, Dorothea Beans ou Joanna Bormann suivèrent son exemple. Elle fixait le niveau. Sous sa direction, les bastonnades étaient une routine. Elle restait nue, sans nourriture, avec le corps battu et jeté dans le froid. Neus Katala, qui a survécu là-bas, a raconté qu'elle restait parfois debout de 4 heures du matin à 9 heures, avec des températures jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. Maria portait des gants clairs. Elle aimait les voir tachés. Elle supervisait des expérimentations sur les prisonnières. Elle restait avec des séquelles. On leur interdisait d'avoir des enfants. On leur brisait les os et on les recousait sans anesthésie. Elles mouraient sur la table. Ensuite, elles étaient emmenées au crématoire. En 1942, elle arriva à Auschwitz. Là, elle faisait des inspections et décidait qui restait en vie et qui mourait. À droite, la salvation temporaire. À gauche, l'extermination. Même les enfants ne se sauvèrent pas. Une fois, elle s'occupa d'un enfant tzigane, mais ensuite, elle ordonna de le tuer. Elle créa l'orchestre féminin du camp. Elle devait jouer de la musique pendant les sélections, pendant l'arrivée des détenus ou lorsqu'un décès survenait. Elle était obsédée par la propreté des infectés, pas par humanité, mais pour éviter les épidémies. Les corps s'accumulaient, les uniformes étaient remis à de nouveaux arrivants. Lors d'une désinfection hivernale, 1000 femmes moururent de froid. Pendant ce temps, elle se promenait en tirant sur certaines. Ensuite, elle fut envoyée à Mühldorf, faisant partie du système de Dachau. Là, elle continua avec les sélections et les punitions. Lorsque les Alliés s'approchèrent en 1945, elle s'enfuit à travers les montagnes et tenta de retourner dans son village. Elle fut arrêtée le 10 août de cette année. Les Américains l'interrogèrent et en 1946, elle fut remise à la Pologne. En novembre 1947, elle fut jugée à Cracovie. Pendant le procès, des témoignages furent entendus de ceux qui avaient souffert sous son commandement. Elle ne reconnut rien. Elle nia posséder des objets de punition ou avoir un pouvoir de décision. Elle accusa Rudolf Höss. Dans la salle se trouvait Bertha Falk, une survivante. Maria lui lança une phrase pour minimiser sa responsabilité. Le 22 décembre 1947, elle fut condamnée à la pendaison. Un jour avant d'être exécutée dans la douche commune, elle croisa Stanisława Rachwałowa, une ancienne détenue d'Auschwitz. Maria, les yeux pleins de larmes, lui demanda pardon.
Stanisława lui accorda son pardon au nom des prisonniers. Elles s'enlacèrent et se dirent adieu. Ce fut la dernière fois qu'elles se virent. Le 24 décembre 1947, elle fut pendue. Avant de mourir, elle cria « Vive la Pologne !» Ensuite, son corps fut emmené à la faculté de médecine de Cracovie. Les étudiants l'utilisèrent pour des pratiques. Elle avait 36 ans, mesurait 1,65 m, pesait 60 kg. Elle avait des marques visibles sur le cou. Juana Bormann dans le couloir de la mort. Juana Bormann est née à Birkenfeld, en Thuringe. Lors du procès, elle mentit sur son âge. Elle dit avoir 42 ans, mais elle en avait en réalité une dizaine de plus. Il n'y a pas d'enregistrement sur sa famille, ni d'amis. Elle a à peine fréquenté l'école. Elle avait été missionnaire avant de rejoindre les nazis. Ceux qui l'ont connue avant n'ont plus parlé d'elle. Elle semblait être une femme peu sûre d'elle, frustrée, avec un caractère qui devint violent dès qu'elle eut l'opportunité de donner des ordres à quelqu'un. Elle travailla un temps dans un hôpital psychiatrique, gagnant peu. En 1938, elle s'inscrivit comme civile au SS et fut envoyée au camp de Lichtenburg, où elle était mieux payée. Là, elle commença comme cuisinière. Ensuite, elle fut transférée à Ravensbrück, et en 1942, elle fut envoyée à Auschwitz-Birkenau. Là, elle rencontra Irma Grese et Maria Mandel. Avec Irma, elle partageait un goût pour la violence. Elle avait des chiens entraînés pour attaquer. Les détenus la surnommèrent « la belette ». Les témoignages du procès de Bergen-Belsen en 1945 ne laissèrent aucun doute. Dora Safran raconta comment Juana lâcha son berger allemand pour qu'il mordît le cou d'une détenue. Elle mourut peu après. Les animaux étaient énormes, sombres, agressifs. Les prisonniers arrivaient à l'infirmerie avec des blessures graves. La docteure Ada Bimko confirma cela. Allègre Calderon, une détenue grecque de 17 ans, et Rachela Kelichek, une autre prisonnière, racontèrent comment les chiens déchiquetaient des corps entiers. Regina, l'une d'elles, mourut suite aux attaques. Esther Wolgrut témoigna de quelque chose de similaire. Elle parla aussi de mutilations qui entraînèrent à la mort. Plusieurs témoins virent Juana participer aux sélections avec des médecins nazis. Elle décidait qui devait travailler et qui devait aller dans les chambres à gaz. Certains jours, il y avait jusqu'à 500 morts. Son principal objectif était toujours le bloc des femmes. Dora Silberberg, un autre témoin, raconta que Juana lui donna un coup de poing qui lui fit perdre 2 dents. Puis elle la frappa avec un bâton. Elle portait toujours quelque chose, un gourdin, une barre, ce qu'elle trouvait à portée de main. Alexandra Siwidowa déclara que Juana frappait beaucoup de femmes pour avoir des vêtements trop beaux. Elle les obligeait à se déshabiller, les faisait faire de l'exercice jusqu'à l'épuisement, et quand elles ne pouvaient plus, elle les frappait avec tout ce qu'elle trouvait. Beaucoup moururent à la suite de ces coups. La docteure Ella Lingensreiner la décrivit comme une personne amère, sans affection pour personne, sauf pour son chien. Elle dit qu'elle n'avait pas fait appel de sa sentence, car elle sentait que son monde avait pris fin avec la défaite du Reich. Pendant son séjour à Auschwitz et Birkenau, beaucoup disparurent à cause de la faim, des maladies ou de prétendues tentatives de fuite. Parfois, elle faisait courir les prisonniers vers les clôtures électrifiées, sous prétexte de leur offrir une ration supplémentaire. Mais ce qui les attendait, c'était un tir. Certains SS le faisaient pour le plaisir. Après Birkenau, elle fut envoyée à Buddy, puis à Hindenburg, et enfin à Bergen-Belsen. Là, elle continua ses punitions. Lorsque les Britanniques arrivèrent le 15 avril 1945, ils trouvèrent des corps partout. Les femmes et les enfants étaient nus, jetés à l'extérieur. Les Britanniques obligèrent le personnel nazi à enterrer les cadavres. C'est là qu'ils capturèrent Juana. Le procès commença le 17 décembre 1945. Avec Kramer et 44 autres, Juana fut accusée de crimes contre l'humanité. Elle fut identifiée pour avoir maltraité et tué des détenus. Au début, toute l'attention se portait sur Irma Grese, mais au fur et à mesure que le procès avançait, les témoignages commencèrent à se concentrer sur Bormann. On l'appelait « la femme des chiens ». Elle nia tout. Elle dit qu'elle ne donnait que des gifles si les détenus ne l'écoutèrent pas. Elle nia avoir des chiens. Elle affirma qu'elle était entrée dans les SS seulement pour le salaire. Cela ne servit à rien. Elle fut condamnée à mort. Le vendredi 13 décembre 1945,
à 10h38 du matin, elle fut emmenée sur l'échafaud. On lui couvrit la tête, ajusta la corde et ouvrit la trappe. 20 minutes plus tard, le corps était toujours suspendu. Elle fut mise dans une boîte en bois et enterrée dans les jardins de la prison. Pierre Point dirait plus tard, « Elle marcha en tremblant, très vieillie. Elle n'avait que 42 ans. Elle dit en allemand, « J'ai mes sentiments. » Une épouse entre four et cadavre. Elisabeth Volkenrath est née le 5 septembre 1919 dans un village appelé Schönau an der Katzbach. Elle était la 6e fille de Joseph et de sa femme, qui gagnaient leur vie en tant qu'employés forestiers. De 6 à 14 ans, elle alla à l'école dans cette même localité. Ensuite, entre 1933 et 1938, elle eut plusieurs emplois. Elle s'occupait d'enfants, coupait les cheveux et était aussi aide cuisinière. En 1939, elle fut envoyée dans une usine d'armement. 2 ans plus tard, en 1941, elle arriva au camp de Ravensbrück pour y être formée en tant que surveillante. Des années plus tard, lors du procès de Bergen-Belsen, elle déclara que sa tâche consistait à veiller à ce que les prisonniers accomplissent leur travail sans s'enfuir. En août 1941, elle fut transférée. Elle arriva à Auschwitz-Birkenau. En mars de l'année suivante, elle était déjà responsable de la couture à Auschwitz I. Cela dura jusqu'en août 1942, lorsque l'on la déplaça vers le secteur féminin du camp. Là, son rôle consistait, entre autres, à distribuer du pain entre les détenus. Elle y resta peu de temps, car elle contracta le typhus et resta plusieurs mois hospitalisée. Lorsqu'elle se rétablit, on lui attribua un nouveau poste à l'office de poste d'Auschwitz-Birkenau en décembre 1942. Dans le roman Trois sœurs, Sibylle Meller, une des détenues qui travaillait sous ses ordres, raconta qu'Elisabeth permettait parfois que les colis alimentaires soient distribués entre ceux qui survivent si le destinataire était déjà mort. Pourtant, Meller précisa, cette femme avait autant de sang sur les mains que n'importe qui à Birkenau. Elle raconta aussi qu'une fois, le mari de Volkenrath faillit la tuer pour avoir jeté un journal. Elisabeth intervint pour calmer la situation, mais avertit Sibylle que si cela se reproduisait, elle ne s'en mêlerait pas. Elle rencontra Heinz Volkenrath, membre des SS, à l'intérieur du camp. Ils se marièrent là-bas, avec cérémonie et avec d'autres membres des SS comme escorte. Pendant tout cela, le four derrière lançait des cendres. En novembre 1944, elle fut promue superviseuse en chef. Depuis ce moment, elle eut un rôle direct dans les sélections. Elle participait au rang où il était décidé qui restait en vie. Le 5 février 1945, elle fut transférée à Bergen-Belsen. Là, elle continua de la même manière. Avec Irma Grese, elles forcèrent des prisonniers faibles à maintenir de grosses pierres au-dessus de leur tête pendant des heures. À ce moment-là, Elisabeth disait à haute voix que l'Allemagne avait perdu et que tous ceux du régime allaient être pendus. Après la fin du conflit, elle fut accusée lors du procès de Bergen-Belsen. Elle nia tout. Selon elle, les accusations de passage à tabac qui laissèrent les prisonniers inconscients ou entraînèrent la mort étaient des mensonges. Elle disait que si elle avait réagi avec violence, c'était de la main ouverte, et seulement lorsque les prisonniers enfreignaient les règles. Concernant les sélections pour le gaz, elle insistait sur le fait que sa tâche était de contenir le groupe et que personne ne savait ce qui se passait après. Les juges ne la crurent pas. Elle fut déclarée coupable. Le 13 décembre 1945, elle fut pendue par un bourreau britannique. D'abord, elle fut enterrée dans le cimetière de la prison de Hamelin. En 1954, elle fut transférée au cimetière municipal de la même ville. Braunsteiner, la chasse de la jument. Hermine Braunsteiner est née le 16 juillet 1919 à Vienne. Son père était chauffeur et parfois boucher, et sa mère nettoyait des maisons. Elle était la benjamine de 7 enfants et a été élevée dans une discipline religieuse. Elle voulait devenir infirmière, mais elle n'a étudié que jusqu'en 8e année et a fini par travailler dans une brasserie et comme domestique. En 1938, après l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne, elle devint citoyenne du Reich. Elle déménagea à Berlin, travailla dans une usine d'avions, mais son salaire était maigre. Elle devint gardienne de camp. En 1939, elle commença sa formation à Ravensbrück. Rapidement, elle fut en charge des prisonnières et se fit remarquer par sa brutalité. Elle les frappait jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. Aucune collègue ne l'arrêtait. Elle s'entendait mal avec Mandel.
Toutes deux voulaient avoir le contrôle du camp. Mandel gagna et Hermine fut rétrogradée. En octobre 1942, elle fut envoyée à Majdanek. Là-bas, elle devint célèbre pour ses coups de pied. Elle frappait des vieillards, portait des bottes à embouts en acier et n'avait aucun scrupule à tuer à coups de pied. Elle participait aux sélections pour les chambres à gaz. Elle était redoutée des détenus, qu'elle fouettait et frappait jusqu'à déformer leur visage. Plusieurs témoins se souvenaient de la voir lancer des enfants dans des camions qui allaient directement aux chambres à gaz. Certains la virent donner des bonbons avant de les emmener à la mort. D'autres la signalèrent pour avoir frappé jusqu'à tuer et pour avoir puni quiconque tentait de l'arrêter. En 1944, lorsque les Soviétiques approchaient, elle fut déplacée à Ravensbrück. Lorsque la guerre prit fin, elle fut arrêtée par les Américains. Ensuite, elle s'échappa à Vienne. Elle fut capturée à nouveau en 1946 et jugée uniquement pour les crimes commis à Ravensbrück. Elle fut condamnée à 3 ans de prison. Elle sortit en 1950. Elle changea de nom, travailla dans des hôtels et en 1958, elle épousa un mécanicien américain. Ils déménagèrent à Queens, New York. Aux États-Unis, elle vivait sous un autre nom. Elle obtint la citoyenneté en 1963. Mais Simon Wiesenthal la retrouva et alerta les services d'immigration. En 1964, le New York Times publia son histoire. Elle se défendit dans les médias, disant qu'elle avait déjà payé et qu'elle avait simplement obéi aux ordres. Son mari la défendit aussi. Finalement, les États-Unis révoquèrent sa citoyenneté pour avoir menti dans ses papiers. Elle fut extradée vers l'Allemagne en 1973. Elle fut emprisonnée et le procès commença en 1975. Il dura jusqu'en 1981. Plusieurs anciens prisonniers témoignèrent. Elle ne montra aucun remords. Elle termina avec 2 peines de réclusion à perpétuité. En prison, elle passait son temps seule, à coudre des jouets. Dans les années 90, en raison du diabète, on lui amputa une jambe. En 1996, elle fut libérée pour des raisons de santé. Elle alla vivre avec son mari dans une maison de retraite à Bochum. Là, on perdit sa trace. Il n'y a pas de date précise pour sa mort. La gardienne de Stutthof, pendue à 24 ans. Jenny Wanda Bachmann, l'une des surveillantes dans un camp nazi en Pologne, était célèbre pour son joli visage, mais plus encore pour la brutalité avec laquelle elle traitait les prisonniers. Elle est née le 30 mai 1922 à Hambourg. Son enfance était semblable à celle de n'importe quel autre enfant avant le début de la dictature. Lorsqu'elle avait presque 11 ans, Hitler arriva au pouvoir. À 16 ans, les pogroms détruisirent des maisons, des commerces et des temples juifs lors de la nuit de cristal. Peu après, l'Allemagne envahit la gardienne de Stutthof, pendue à 24 ans. Jenny Wanda Bachmann, l'une des surveillantes dans un camp nazi en Pologne, était célèbre pour son joli visage, mais plus encore pour la brutalité avec laquelle elle traitait les prisonniers. Elle est née le 30 mai 1922 à Hambourg. Son enfance était semblable à celle de n'importe quel autre enfant avant le début de la dictature. Lorsqu'elle avait presque 11 ans, Hitler arriva au pouvoir. À 16 ans, les pogroms détruisirent des maisons, des commerces et des temples juifs lors de la nuit de cristal. Peu après, l'Allemagne envahit la Pologne et la guerre commença. Au début, elle voulait devenir mannequin car elle pensait que son physique suffirait. Mais avec l'extension de la guerre, elle changea d'avis. En 1944, à 21 ans, elle entra comme gardienne à Stutthof, un camp près de Gdansk. Selon le musée de l'Holocauste des États-Unis, jusqu'à 100 000 personnes passèrent par là et environ 60 000 moururent. Beaucoup à cause de maladies, mais d'autres furent emmenés par les surveillants vers les chambres à gaz. Bachmann était l'une des 3700 femmes qui surveillaient dans les camps nazis, parmi plus de 50 000 gardes au total. Elle se fit rapidement un nom comme l'une des plus cruelles. Elle n'avait aucun problème à frapper jusqu'à tuer. Elle envoyait fréquemment des femmes et des enfants dans les chambres à gaz s'ils n'étaient pas capables de travailler. On l'appelait le joli fantôme. Pendant que son nom résonnait dans tout Stutthof, la guerre approchait de sa fin. En avril 1945, Hitler se suicida. Le mois suivant, l'Allemagne signa la capitulation. Bachmann s'enfuit du camp et fut recherchée partout. Elle réussit à se cacher pendant 4 mois avant d'être capturée dans une station à Gdansk. Lors de son interrogatoire, elle affirma qu'elle avait bien traité les Juifs et qu'elle avait même aidé certains.
mais de nombreux survivants la désignèrent en détail lors du procès. Son avocat admit sa culpabilité, mais affirma qu'elle devait être folle pour faire ce qu'elle avait fait. Selon lui, personne en pleine possession de ses moyens n'aurait pu faire cela. Elle ne tenta pas de se justifier. Elle souriait simplement avec mépris, chaque fois bonbons et gaz, l'histoire de Hildegard. On la connaissait pour éclater les enfants à coups de poing. Hildegard de Lecher, surnommée la Tigresse. Certains l'appelaient Brigitte la Sanguinaire. Grande, avec un corps fort et si imposante que les gens baissaient les yeux quand elle passait. Ceux qui l'ont croisée disaient que son visage changeait lorsqu'elle frappait, comme si elle devenait une autre personne. Elle a d'abord été à Majdanek, puis à Auschwitz. Après sa sortie, elle a fini par espionner pour la CIA. Elle est née le 20 janvier 1920 dans la ville de Berlin. Lors du début de l'extermination, elle travaillait comme infirmière. Elle n'était pas affiliée au parti nazi, mais elle se porta volontaire à Majdanek. C'est là qu'elle commença à se faire connaître. Ensuite, à Auschwitz, elle garda son surnom. Elle partit avant l'arrivée des Soviétiques en 1944. Avec les SS et ses collègues, elle semblait être une bonne copine. Mais avec les prisonnières, elle les détruisait. Des coups sauvages, son visage défiguré par la haine qu'elle déversait. Elle aimait torturer les femmes juives. Sa collègue Christa Roy a raconté qu'elle adorait utiliser le fouet. Elle avait des enfants, mais cela ne l'arrêtait pas. Elle frappait les femmes enceintes et tuait des enfants. À Majdanek, elle emmenait les enfants à la mort. D'abord, elle leur donnait des bonbons pour qu'ils aient confiance, puis elle les chargeait dans des camions en direction des chambres à gaz. Juste avant de partir, elle tomba enceinte. Elle eut son 3e enfant et fut envoyée à Auschwitz. Elle y resta jusqu'en décembre 1944. Elle s'en alla quand les Soviétiques approchaient. Le 24 novembre 1947, elle fut jugée avec 23 autres anciens SS lors du procès d'Auschwitz. Elle écopa de 15 ans. Elle fut emprisonnée à Cracovie. Elle sortit après n'avoir purgé que 9 ans, en 1956. Ensuite, elle disparut pendant un certain temps, mais son histoire ne disparut pas. En 1975, on la jugea à nouveau en Allemagne. Le procès fut long et se termina en juin 1981. Le tribunal de Düsseldorf lui infligea encore 12 ans. Lors de ce procès, les victimes racontèrent tout à nouveau. Des détails précis des coups et des tortures. Malgré cela, elle fut à nouveau libérée avant de finir sa peine. Ensuite, selon Der Spiegel, elle fut espionne pour les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest. Elle réalisait des missions contre les Soviétiques. Ils n'avaient pas seulement recruté des hommes nazis, mais aussi des femmes comme elle. Elle mourut libre en 1995, à l'âge de 75 ans. 30 par jour, la routine d'Irma Grese. L'une des gardiennes les plus connues ne correspondait pas au stéréotype de la femme corpulente et rude. C'était une jeune femme au physique saisissant, qui alliait sa beauté à une brutalité glaçante. Elle s'appelait Irma Grese et était née en 1923. Sa famille était complètement déchirée. À 15 ans, elle abandonna ses études, 2 ans après que sa mère se soit suicidée. Depuis lors, elle passa d'un emploi à l'autre. D'abord en traitant les vaches, puis dans une ferme, plus tard dans un centre médical où elle tenta de devenir infirmière, bien qu'elle n'ait pas terminé sa formation. Ensuite, elle travailla comme femme de ménage dans une clinique à Hohenlichen. C'est là qu'elle rencontra le médecin Karl Gebhardt, qui serait plus tard jugé pour avoir effectué des expériences chirurgicales sur les prisonniers de Ravensbrück et Auschwitz. Gebhardt avait une certaine affection pour elle et tenta de l'encourager à aller de l'avant. Irma savait qu'elle avait un visage qui ressortait, blonde, avec des yeux très clairs et un sourire doux. Mais derrière ce visage, il y avait quelque chose de froid, d'obscur. Certains la voyaient comme une actrice. Elle se maquillait beaucoup, accumulait des robes de luxe provenant de magasins chers dans des villes comme Paris, Vienne, Amsterdam ou Bucarest. Même les officiers du régime la fixaient pendant un moment. En mars de l'année 1942, à seulement 18 ans, elle fut acceptée comme volontaire dans le camp de femmes de Ravensbrück. Cet endroit devint son nouveau centre d'opération. Là, elle apprit comment tout fonctionnait. Elle s'occupait des tâches administratives, mais voyait aussi ce que faisaient les autres gardiennes. Ce lieu servait à former les futures surveillantes. D'autres, aussi impitoyables qu'elle, en sortirent, comme Ilse Koch ou Dorothea Binz. Après cette période, en mars de l'année suivante, elle fut envoyée à Auschwitz.
À son arrivée, elle reçut des tâches comme gérer le courrier, s'occuper des entrepôts ou diriger des équipes de travail pour les chemins. Elle n'avait même pas encore 20 ans et elle commençait déjà à monter dans la hiérarchie. À l'automne de l'année 1943, elle obtint une promotion et devint la deuxième personne la plus puissante parmi le personnel féminin du camp, juste derrière Maria Mandel. À partir de ce moment, elle avait sous son contrôle direct environ 30 000 détenus, dont beaucoup étaient juives, polonaises et hongroises. L'une de ses tâches consistait à décider qui allait dans les chambres à gaz. Lors du procès, elle déclara qu'elle n'avait entendu parler de cela que par les prisonnières et que tout ce qu'elle faisait était ordonné de les aligner par groupe de 5, après quoi Mengele arrivait pour choisir. Mais les témoignages des survivants racontaient une toute autre histoire. Ils disaient qu'elle se promenait dans les pavillons avec un uniforme repassé, des bottes propres, un fouet à la ceinture et de gros chiens qu'elle utilisait comme punition. Parfois, elle les lâchait sur les femmes pour qu'elles les attaquent. Elle tirait aussi à bout portant. Elle frappait avec un fouet en cuir les détenus, surtout sur la poitrine, si elles lui paraissaient belles. Une prisonnière a dit qu'elle lui avait enlevé le souffle en la frappant et s'était ensuite assise sur elle jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Personne ne pouvait attirer plus d'attention qu'elle. Parler entre détenus pouvait être coûteux. On a dit qu'une fois elle avait arraché les yeux d'une fille pour avoir parlé avec un garçon à travers les barreaux. Les abus sexuels et la violence envers les mineurs faisaient partie de son quotidien. Il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre de victimes qu'elle a causées, mais certains rapports disent qu'il y avait des jours où elle tuait 30 personnes dans un seul hangar. En tout, ce pourrait être plus de 30 000. Elle ne s'est pas arrêtée à Auschwitz. Entre janvier et mars 1945, elle retourna temporairement à Ravensbrück, puis fut envoyée à Bergen-Belsen. Pendant la nuit de la capitulation, du 14 au 15 avril, le commandant Joseph Kramer négociait avec les Britanniques. Pendant ce temps, les gardes restants continuaient de tirer sur ceux qui tentaient de s'échapper. Lorsque les soldats britanniques entrèrent au matin, ils trouvèrent tout le personnel impeccablement vêtu. Parmi eux, elle. À l'intérieur du camp, ils attendaient des corps partout, des maladies, de la folie, de la faim. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'ils virent. Dans les baraquements, les cadavres étaient empilés. Beaucoup s'étaient échappés le jour précédent, mais environ 80 étaient restés pour aider les Alliés. Le 17 avril, le matin, ils photographièrent Grèze encore sur les lieux, aux côtés de Kramer. Bien que son apparence n'était plus la même, elle conservait un certain air de supériorité. Elle fut arrêtée, jugée avec 40 autres officiers, et accusée de meurtre et de traitements inhumains à Belsen et Auschwitz. Dans sa chambre, on trouva des objets comprenant des restes humains manipulés, comme des trophées. Elle-même avait tué et écorché 3 prisonniers. Lors du procès, elle ne reconnut jamais rien. Elle chanta même des chansons des SS la nuit avant d'être pendue. Le tribunal la reconnut coupable et la condamna à la pendaison. Elle avait 22 ans. Avant de mourir, elle n'a demandé qu'une chose, que ce soit rapide. Quand la mort marchait à pied, Herta et les routes sans retour. Beaucoup des femmes qui sont devenues gardiennes semblaient se sentir importantes dans ce rôle, et un exemple clair de cela était celle qu'on appelait la sadique de Stutthof. Herta Bott avait été infirmière avant de rejoindre l'appareil nazi, et elle passa par les camps de Ravensbrück, Stutthof et Bergen-Belsen. Elle se promenait dans les baraquements en hurlant comme une folle, effrayant les détenus et frappant celles qui, selon elle, ne lavaient pas bien les plats ou ne faisaient pas correctement les lits. Elle adorait semer la peur. Contrairement à d'autres gardiennes qui savaient à peine lire, elle était plus expérimentée. Elle avait commencé à travailler très jeune et son besoin de se faire bien voir des autres était toujours évident. En 1938, à seulement 17 ans, elle alternait entre aider son père dans la scierie familiale du village, faire des allers-retours dans des usines et soigner des malades dans un hôpital pour ouvriers. À cette époque, les gens du village disaient qu'elle était un exemple de conduite, mais cela ne dura pas longtemps. 1 an plus tard, en 1939, elle rejoignit la Ligue des femmes allemandes, un groupe féminin du parti nazi qui la fascinait. Pendant 3 ans, elle se distingua dans les activités physiques et ses supérieurs furent si satisfaits qu'en septembre 1942, ils l'envoyèrent comme gardienne au camp de Ravensbrück. Là, elle passa 1 mois à s'entraîner pour rejoindre le personnel
et c'est là qu'elle rencontra Irma Grese et Dorothea Binz, avec qui elle partagerait plus tard toutes sortes de barbaries. Après ces 4 semaines, elle commença son travail de surveillante dans le premier camp où elle fut affectée, le camp de Stutthof. Ce centre, initialement contrôlé par la Gestapo comme lieu d'internement civil, devint un camp de concentration officiel en janvier de l'année 1942. Il était situé dans une zone marécageuse et boisée près du petit village éponyme. Plus de 80 000 personnes y moururent, sur les 110 000 qui y passèrent. Ce n'était pas seulement à cause de la faim ou de la peste, mais aussi à cause des exécutions quotidiennes faites par les gardes. À partir de 1943, cet endroit fut inclus dans le plan d'extermination de masse, à tel point que les nouveaux arrivants étaient envoyés directement dans les chambres à gaz dès leur arrivée. À cela s'ajoutaient les abus que subissaient les prisonniers de la part des surveillantes, ce qui rendait le séjour une condamnation certaine. Herta fut l'une des 130 femmes qui travaillèrent là pendant la pire période. Parmi elles, 34, dont elles, furent accusées d'avoir commis des atrocités. À la fin de la guerre, de nombreux survivants témoignèrent de la manière dont elle frappait, criait, privait de nourriture et tirait sans hésitation. Elle retirait les rations ou toute chose utile simplement par punition. Et chaque fois qu'elle apparaissait dans les baraquements, c'était pour semer la terreur. Le 21 janvier 1945, à seulement 24 ans, Herta avait déjà été promue. Elle avait sous sa responsabilité l'une des tâches les plus lourdes, accompagner les groupes de prisonnières qui marchèrent de la Pologne centrale jusqu'à ce qui est aujourd'hui la région de Basse-Saxe. Ces transferts, connus sous le nom de marche de la mort, se faisaient à pied sur des routes interminables. Le trajet entre les 2 camps dépassait 700 km et il n'y avait ni pause ni transport. Pendant cette marche, celles qui restaient derrière mouraient d'épuisement ou de faim. Tout au long du trajet, le traitement était brutal. Les surveillantes les poussaient, les insultaient, et bien souvent les laissaient abandonner sans bouger. À cela s'ajoutait un autre détour forcé, car sur le chemin de Bergen-Belsen, elles furent obligées de faire un détour d'environ 600 km de plus pour camper à Auschwitz-Birkenau. À ce moment-là, leur corps ne pouvait plus suivre. Lorsqu'elles arrivèrent enfin à Bergen-Belsen, elles avaient remarché pendant 30 jours. Après ce cauchemar, Bothe retourna à Stutthof, juste avant que le lieu ne soit libéré par les Britanniques le 9 mai 1945. Ce que trouvèrent les troupes était dévastateur. Plus de 10 000 corps étaient empilés à ciel ouvert. Il n'y avait plus rien à faire pour les survivants, car leur état était terminal. Les soldats forcèrent les gardes à creuser et enterrer les morts. Bothe dut aussi le faire, et la seule chose qu'elle en disait était sa peur du typhus. Selon elle, le pire fut de toucher les cadavres juifs sans protection et de devoir demander des pauses tout le temps pour éviter de contracter la maladie. Quand la guerre prit fin, il ne fallut pas longtemps pour qu'on vienne la chercher. Les témoignages contre elle étaient directs. Beaucoup dirent l'avoir vue tirer sans relâche sur des prisonniers sans défense. D'autres prisonnières racontèrent comment elle laissait sans nourriture ni eau celles qui ne suivaient pas les ordres. Les visites dans les baraquements n'étaient pas des contrôles, mais des agressions. Herta ne parlait pas. Elle hurlait, frappait et obligeait les prisonnières à dormir sur leur propre vomi si elles vomissaient de fatigue. Lors des procès, 34 femmes furent accusées pour ce qu'elles avaient fait à Stutthof. Parmi elles, Bothe. Pendant le procès, certains survivants détaillèrent comment ils l'avaient vue tuer avec l'arme à la main. Une prisonnière raconta que sa camarade s'était effondrée de fatigue et que Herta lui tira dessus sans hésiter. Une autre expliqua qu'elle les forçait à creuser, en sachant qu'elles ne pouvaient même plus se tenir debout. Celles qui tombaient restèrent dans la boue. Elle fut condamnée, mais pas à mort. Elle reçut une peine de 10 ans. Elle fut enfermée dans une prison britannique en Allemagne. Et elle sortit libre en 1951, après seulement 6 ans d'incarcération. Après cela, elle vécut dans un petit village. Lors d'une interview, elle dit qu'elle n'avait jamais compris pourquoi elle avait été jugée, qu'au procès, on lui avait fait parler sans relâche, et que ce qui avait été le plus dur fut de devoir déplacer les corps sans gants. Ilse Koch, la sorcière de Buchenwald. Ilse Koch est née en 1906 à Dresde. Après la Première Guerre mondiale, elle commença à travailler dans n'importe quel endroit qui l'embauchait, comme la plupart des gens en Allemagne pendant le chaos économique.
Elle passa par des usines et des magasins jusqu'en 1932, lorsqu'elle s'affilia au parti nazi. Cette décision lui donna un avantage lorsque ses alliés prirent le contrôle. On lui trouva un poste administratif au camp de Sachsenhausen. Heinrich Himmler la remarqua et pensa qu'elle serait bien pour être appariée avec le chef du camp, Karl Otto Koch. Il leur suggéra de devenir un couple, et ils le firent. Ils se marièrent, et elle devint Ilse Koch, la femme aux côtés de son mari à la tête du camp. Karl Otto était ambitieux et n'avait aucune limite. À mesure que les nazis gagnèrent du pouvoir, sa carrière montait. Lorsqu'il fut envoyé diriger Buchenwald, il aménagea le camp à sa manière. Là, plus de 200 000 prisonniers furent enfermés. Un quart mourut. Il n'y avait pas de chambres à gaz, mais il y avait la faim, les épidémies, les coups et toutes sortes d'abus. Les Koch vivaient dans le luxe. Ils construisirent une maison somptueuse avec des meubles et des œuvres d'art volées. Ils créèrent même un zoo à l'intérieur du camp, avec des animaux venus de partout dans le monde. Elle n'était pas une épouse en retrait. Elle se promenait dans le camp comme si c'était le sien, donnait des ordres, était crainte. Ses cheveux roux et son caractère fort inspiraient la peur. Les témoins disaient qu'elle avait une obsession sexuelle constante. Selon les récits, elle organisait des orgies chez elle avec des soldats, des voisins et des épouses d'officiers. Elle obligeait aussi des prisonniers à coucher avec elle. Si quelqu'un ne la satisfaisait pas, il était humilié ou frappé. Personne ne pouvait soutenir son regard. Si quelqu'un le faisait, il finissait mort. Dans d'autres cas, elle se déshabillait elle-même ou les touchait. S'ils ne réagissaient pas, ils étaient punis. On l'appelait la chienne de Buchenwald ou la sorcière rousse. Elle maltraitait et frappait elle-même les prisonniers lorsqu'ils ne faisaient pas ce qu'elle voulait. Elle portait toujours une canne pointue. L'un de ses passe-temps favoris était de lâcher des chiens enragés parmi les prisonniers pour voir comment ils les attaquaient pendant qu'elle riait. Mais cela n'était pas le plus macabre. Plusieurs ont déclaré qu'Ils ordonnait d'exécuter des prisonniers avec des tatouages voyants pour s'emparer de leur peau. L'un de ses amants, un médecin du camp, collaborait à cela. Il faisait déshabiller les nouveaux arrivants, et si quelque chose d'anormal apparaissait sur leur corps, ils les sortirent de la file et les tuaient immédiatement. Dans le camp, des restes humains traités pour conserver la peau, des objets recouverts de peau et des pièces de musée furent trouvées, bien qu'on n'ait jamais pu confirmer à qui appartenait cette peau. On ne lui prouve jamais directement cette accusation. Pourtant, le pouvoir et l'extravagance des Koch attirèrent l'attention même au sein du régime. Certains officiers se plaignaient du luxe ostentatoire de leur vie. 2 médecins du camp moururent, et cela lança une enquête. Karl Otto dit qu'ils étaient des espions qui avaient tenté de s'enfuir, mais il se découvrit qu'ils traitaient une maladie vénérienne, et il les tua pour qu'ils ne le dénoncent pas. Le régime le transféra, d'abord à Berlin, puis de nouveau à Buchenwald. Là, il continua de la même manière. Himmler se rendit sur place et trouva qu'il vivait dans le luxe en pleine guerre. Cela suffit à ce qu'il soit accusé de corruption et d'autres crimes. Karl Otto fut condamné à mort et exécuté dans le même camp en avril 1945, peu avant l'arrivée des Alliés. Ils, en revanche, s'enfuit à Berlin-Ouest et se cacha des Soviétiques. Lorsqu'elle fut capturée, elle avait beaucoup de choses à répondre. Elle fut jouée à Dachau avec d'autres femmes. Elle reçut la prison à vie. Elle échappa à la pendaison parce qu'elle était enceinte. Personne ne savait qui était le père. On pensa qu'elle utilisa cela pour éviter la peine de mort. À la naissance de l'enfant, il fut donné en adoption. Plus tard, un général américain réduisit sa peine à 4 ans. En 1951, elle fut de nouveau arrêtée et renvoyée en procès, cette fois pour des crimes commis contre des Allemands. Le procès attira l'attention. L'histoire d'une femme avec du pouvoir dans un camp, ses perversions et l'histoire de la peau humaine firent la une des journaux. Quelqu'un dit qu'elle était responsable de 5 000 des 56 000 morts de Buchenwald. Les médecins du camp étaient obsédés par la peau. Elle les encourageait à continuer ces expériences. Ils enlevaient la peau des corps, la traitaient avec des produits chimiques et l'exposaient au soleil. Un médecin tchèque raconta qu'en marchant dans le camp, on voyait ces restes étendus. Avec eux, ils fabriquaient des gants, des portefeuilles, des étuis ou des couvertures de livres. Les peaux avec des tatouages étaient les plus convoitées. Comme elles ne pouvaient pas provenir des Allemands, les victimes étaient des Soviétiques, des Polonais ou des Gitans. De plus, elles ne valaient rien si le corps était trop détérioré. C'est pourquoi parfois ils ordonnaient d'exécuter de nouveaux prisonniers pour que la peau soit en bon état.
Pendant le procès, Hills eut des crises de hystérie. Elle hurlait, s'évanouissait ou disait des phrases comme « Je suis coupable » ou « Je suis une pécheresse ». Le tribunal décida de la laisser dans sa cellule pour ne pas retarder le procès davantage. Finalement, elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité. À l'intérieur de la prison, elle fut maltraitée. Les autres détenus la méprisaient. Avec le temps, elle commença à perdre la raison. Elle criait jour et nuit. Elle disait qu'un groupe de survivants voulait la tuer. Cette idée s'imprima dans sa tête. Des années plus tard, en 1961, elle écrivit une lettre à son fils disant qu'elle ne regrettait rien. Elle attacha des draps à une lampe et se pendit. Elle laissa une note. « Je n'ai pas d'autre issue. La mort est le seul moyen de mettre fin à tout cela. » Johanna Langefeld, la gardienne qui s'échappa avec l'aide de ses prisonnières. Pour clore cette histoire, voici un cas peu commun. Celui d'une superviseuse que plusieurs détenus de Ravensbrück finirent par respecter et même, selon ce qui a été dit plus tard, aider à s'évader après la guerre. Elle s'appelait Johanna Langefeld. Elle est née à Essen en 1906. Elle grandit dans un environnement religieux et avec des idées nationalistes. En 1924, elle déménagea à Mülheim, se maria avec Wilhelm Langefeld, mais 2 ans plus tard, il mourut d'une maladie respiratoire. En 1928, elle eut un enfant avec un autre homme et déménagea à Düsseldorf, où elle donna naissance à son enfant. Elle n'eut pas d'emploi fixe jusqu'à l'âge de 34 ans. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle commença à donner des cours de tâches domestiques dans un centre commercial de Neuss. Depuis 1935, elle travailla dans un réformatoire où l'on enfermait des prostituées, des femmes sans ressources et des personnes considérées comme problématiques. Beaucoup d'entre elles furent ensuite envoyées dans des camps. En 1937, elle s'affilia au parti nazi et l'année suivante, elle entra comme gardienne au camp féminin de Lichtenburg. Elle grimpa rapidement dans la hiérarchie. En mai 1939, elle fut envoyée à Ravensbrück comme superviseuse. Là, elle contrôlait les listes du programme 14F13, qui sélectionnait les prisonniers les plus faibles pour les éliminer avant les meurtres de masse. C'est là qu'elle montra un comportement différent de celui des autres surveillantes. Selon Josefina Bengel, une détenue polonaise, elle brisait des rapports qui pouvaient condamner des prisonnières, s'opposait à certaines sanctions, parlait doucement et écoutait. Elle ne criait pas et ne se comportait pas de manière violente. Le 18 mars 1943, un groupe de 8 femmes condamnées cria « Vive la Pologne !» avant d'être fusillées. On s'attendait à une représaille féroce, mais rien ne se passa. Plus tard, on apprit que Langefeld était intervenu et avait demandé qu'on les laisse debout seulement 24 heures. Pour le type de châtiment appliqué là-bas, cela était insignifiant. En mars 1942, elle fut envoyée au secteur féminin d'Auschwitz. Sa fonction consistait à décider qui travaillerait et qui irait au gaz. Rudolf Höss, le commandant du camp, pensait qu'elle ne pourrait pas assumer cette tâche. Cependant, Himmler ordonna qu'elle prenne le contrôle et que personne d'autre n'entre dans cette zone. Le 18 juillet, lors d'une visite de Himmler, Johanna tenta de le convaincre de changer l'ordre. Elle n'y parvint pas. Ce même mois, le secteur féminin fut transféré à Birkenau, à environ 3 km de là. Quelques semaines plus tard, Johanna fut opérée du genou dans une clinique des SS. Pendant sa convalescence, elle demanda à revenir à Ravensbrück. Elle voulait s'éloigner d'Auschwitz. À son retour, elle se montra encore plus modérée. Margaret et Buber-Neumann, une détenue communiste qui devint son assistante, dit qu'on l'avait renvoyée pour sa trop grande sympathie envers les prisonnières polonaises. Elle fut arrêtée à Breslau, on lui retira la garde de son enfant et on la préparait pour un procès interne de la SS. La chute du régime arrêta ce processus. En décembre 1945, elle fut capturée par les troupes américaines. En septembre 1946, elle fut remise à la Pologne. Là-bas, on allait la juger pour son rôle à Auschwitz. Le 23 décembre de cette même année, elle fut envoyée pour nettoyer des maisons destinées aux fonctionnaires de la prison. Elle ne revint pas. Elle s'échappa. Plus tard, on apprit que plusieurs anciennes détenues l'avaient aidée. Johanna Moskowska-Penson, qui avait été prisonnière à Ravensbrück, affirma que seules d'anciennes détenues avaient pu faciliter son évasion. Certaines femmes de Cracovie savaient comment s'y prendre, qui soudoyer, quoi dire. Apparemment, elles y parvinrent.
Langefeld se cacha un temps dans un couvent puis travailla comme femme de ménage dans une maison privée. En 1957, elle revint illégalement à Munich. Elle s'installa avec sa sœur et y vécut le reste de sa vie. Elle mourut à 73 ans, libre. Elle fut l'une des rares figures du régime que certaines prisonnières se souvinrent avec respect pour des gestes concrets qu'elles n'oublièrent pas. Lorsque l'on apprit qu'elle était revenue en Allemagne, personne ne la chercha. Il n'y eut aucune ordonnance contre elle, aucune procédure judiciaire, aucune surveillance. Elle vécut sous son vrai nom, sans se cacher. Elle n'a jamais été incarcérée, transférée ou de nouveau investiguée. Aucune autorité n'a demandé plus d'informations sur son emplacement. Il n'y eut pas de nouvelles dénonciations. Les années passèrent sans que son cas ne soit rouvert. Elle mourut dans la même maison où elle vivait depuis son retour, sans avoir jamais été citée, interrogée ou jugée. Sa mort fut silencieuse, sans suivi officiel, sans présence des médias. Il n'y eut pas d'hommage, de protestation ou de rapport. Aucun procureur, ni en Allemagne ni en Pologne, ne demanda à réactiver son dossier. Elle finit ses jours sous le radar, sans condamnation en suspens, sans autre question, sans autre réponse. Toutes sont passées par les mêmes camps, mais elles n'ont pas terminé de la même manière. Certaines ont été pendues, d'autres ont vécu des décennies après comme si de rien n'était. Plusieurs portaient l'uniforme, le grade et l'autorité. Elles ne regardaient pas de loin, elles étaient plongées jusqu'au cou. Elles signaient des ordres, vérifiaient des listes, emmenaient des gens aux chambres à gaz ou au travail forcé. Certaines ont été jugées, d'autres n'ont jamais été appelées. Plusieurs ont pleuré devant le tribunal, d'autres sont restées silencieuses. Beaucoup ont dit qu'elles suivaient simplement des ordres, mais des archives, des photos, des noms et des récits sont restés. Il n'y a pas eu de punition équitable. Certaines ont payé cher, d'autres sont sorties libres en quelques années. Les hauts dignitaires nazis ont été recherchés sans relâche, beaucoup d'entre elles, non. Certaines ont vécu tranquilles, sans presse, sans jugement, sans rien. Elles sont mortes chez elles, sans que personne ne frappe à leur porte. Et ce n'était pas parce que l'on ne savait pas, mais parce qu'on ne voulait pas regarder. Elles étaient là. Elles ont fait partie de l'histoire. Ce qu'elles ont fait ne disparaît pas, même s'il n'y a pas de condamnation.